Chers collègues, chers amis, je vous demanderai peut-être de prendre place afin de ne pas prendre trop de retard au début de cette matinée qui sera consacrée donc à l'accès à l'innovation thérapeutique tout en partageant le risque. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir dans ces locaux prestigieux du Palais des Académies, en particulier de l'Académie de médecine. Et il me revient, en commençant cette réunion, de remercier les gens qui nous ont permis justement de vous recevoir dans ce locaux prestigieux. Je pense essentiellement à M. Fouadard et à M. Carlier qui a contacté Alain de Wever pour organiser cette réunion ici au nom de la 4e section de l'Académie de médecine. Alors tout d'abord, avant de vous présenter quelques slides d'introduction par rapport aux exposés qui seront faits par la suite, je voudrais quand même vous présenter la Fondation Médicaments et Sociétés qui organise donc cette réunion et dont j'ai l'honneur d'être le président avec Alain qui est notre secrétaire. Alors l'objet de notre fondation est de promouvoir les différents aspects de la pharmacie sensu lato dans la société, tant sur le plan économique et social que scientifique et historico-culturel. Cette définition très large marque la vocation pluridisciplinaire de notre fondation. Il y a bien longtemps qu'on a souligné les aspects économiques et sociaux de la recherche et de la production en matière de produits pharmaceutiques. Ces questions sont toutefois très souvent abordées sur un mode polémique, alors qu'elles touchent à des problèmes fondamentaux qui méritent d'être abordés avec sérénité, de manière scientifique et sur toute façon globale. C'est ainsi que la Fondation se veut un lieu de rencontre et de synthèse. Le conseil d'administration de notre fondation réunit des représentants du monde académique et de l'industrie pharmaceutique. Initialement, le monde académique était exclusivement représenté par des membres de l'ULB issus de diverses disciplines, médecine, pharmacie et droit, mais en 2002, nous avons élargi cette représentation à la VUB et je salue Alain Dupont qui est présent chez nous aujourd'hui. Sur le plan des activités, je ne vais pas les détailler toutes, mais la Fondation organise de nombreuses journées d'études, avec souvent la participation de responsables politiques, notamment sur le domaine du coût du médicament, sur la surconsommation médicale, le vieillissement de la population, etc. etc. Alors, j'ai rappelé que le conseil d'administration de notre fondation comportait des hauts responsables de l'industrie pharmaceutique, et je voudrais remercier les sociétés qui apportent leur soutien à notre fondation et qui, par leur contribution financière, rendent possible la réalisation des actions que nous entreprenons. Il s'agit essentiellement d'AstraZeneca, de Bayer, de GlaxoSmithKline, de Lundbeck, MSD, Novartis, Takeda, Therabel et Sanofi Aventis. Alors, comme je vous le disais, après avoir donc présenté brièvement notre fondation, j'ai une dizaine de diapositives à vous présenter. Alors, quels sont les moyens que nous avons à disposition pour accélérer l'accès à l'innovation thérapeutique? Eh bien, il y a deux niveaux où on pourra agir, d'une part sur la délivrance de l'autorisation de la mise sur le marché, et d'autre part au niveau du remboursement des médicaments innovants. Alors, en ce qui concerne le premier des volets, la délivrance de l'autorisation de la mise sur le marché, vous savez que pour ces produits qui revendiquent une plus-value thérapeutique, ces enregistrements se font toujours au niveau de l'EMEA, actuellement encore à Londres, en tout cas avant le Brexit, et que ce sont des enregistrements qui sont en général faits dans des procédures dites centralisées, avec des agendas extrêmement contraignants et qui sont respectés. La Belgique joue son rôle en tant que rapporteur ou co-rapporteur, et je crois qu'à ce niveau-là, nous avons peu de moyens en Belgique pour accélérer l'autorisation de la mise sur le marché. Alors le deuxième point, par contre, le remboursement, à ce niveau-là, c'est un problème évidemment plus spécifiquement belge, si je puis dire, et là, j'ai identifié 3 points sur lesquels on peut accélérer l'accès à l'innovation thérapeutique. La première, c'est la possibilité d'introduire précocement un dossier au niveau de l'INAMI avant que la procédure d'enregistrement ne soit terminée. La deuxième, et je sais parce que j'ai reçu ces diapositives hier après-midi, Yodecom nous en parlera, c'est la CAIT et la KTT, donc c'est une structure qui permet éventuellement d'accéder à un remboursement temporaire avant même que le produit éventuellement soit déposé pour l'enregistrement. Et puis il y a la procédure 81 et 81 bis, dont la finalité n'est pas de... Pardon ? Ah bon.
ou 88, dont la finalité n'est pas d'accélérer l'accès à l'innovation thérapeutique, mais dans la réalité, c'est quand même ce qui se passe. Alors, pour le premier problème, donc, l'introduction précoce d'une demande de remboursement, cela peut se faire pour des dossiers qui revendiquent une plus-value thérapeutique, c'est-à-dire des dossiers classe 1 ou des médicaments orphelins. Et lorsque ces molécules sortent du CHMP avec un avis favorable, d'emblée un dossier peut être introduit au niveau de l'INAMI pour obtenir un remboursement, parce qu'évidemment le dossier chemine encore à Londres avant que la procédure d'enregistrement ne soit terminée. Et depuis que cela est possible, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, cette procédure a été utilisée environ 60 fois. Pour le deuxième aspect, la CAIT, là, il faut distinguer l'ETA et l'ETR. L'ETA, c'est l'Early Temporary Access, c'est-à-dire un accès dans des domaines où on reconnaît qu'il y a un Medical Need Programme ou un Compassionate Use. Et la deuxième étape, c'est Early Temporary Reimbursement, c'est-à-dire faciliter l'accès à l'innovation thérapeutique dans des domaines où il y a des besoins médicaux non rencontrés. Alors, moi qui suis dans les médicaments quand même depuis longtemps, à la fois au niveau de l'enregistrement et au niveau du remboursement, j'ai le plaisir de souligner que cette commission est la seule commission mixte qui réunit à la fois des gens de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé et des gens de l'INAMI. Il y a bien entendu des représentants des organismes assureurs, etc., etc. Mais en tout cas, c'est la seule commission où les deux aspects de l'enregistrement et du remboursement des médicaments sont rencontrés. Alors la première étape, la reconnaissance des Medical Need Programme ou du Compassionate Use est faite justement par l'Agence fédérale des médicaments, et puis au niveau de la CAIT, on accorde éventuellement une procédure temporaire de remboursement pour une cohorte de patients qui était préalablement définie, et cette procédure est plus rapide que la procédure habituelle de la CRM. Alors, comme je vous le disais, la finalité de cette commission, c'est de rencontrer des unmet medical needs, mais notre idée également, parce que j'avais participé aux réunions qui ont élaboré cette commission, c'est de rencontrer des problèmes de remboursement off-label de molécules. Ça, à ce niveau-là, nous n'y sommes quand même pas encore parvenus. Et d'autre part, comme je l'ai dit également en introduction, cette demande au niveau de la CAIT peut être faite avant que la firme ne dépose son dossier au niveau de l'enregistrement à Londres, mais cette firme doit, dans ces conditions, s'engager à déposer le dossier d'enregistrement au maximum 6 mois après que le dossier ait été déposé au niveau de la CAIT. Et je l'ai en tout cas rappelé également, c'est une procédure temporaire, limitée dans le temps, et c'est pour ça qu'on ne parle pas de remboursement à proprement parler, mais d'intervention temporaire. Alors, la CAIT commence par définir une liste de unmet medical needs, et la firme qui voudrait introduire un dossier s'adresse à l'agence pour avoir le TA, comme je l'ai déjà dit, et puis on accorde éventuellement le TA dans une liste reconnue préalablement dans les unmet medical needs, dans des domaines où il n'existe pas d'alternative thérapeutique remboursée. Alors, le point d'interrogation que Mme de Gauquier va peut-être tout à l'heure nous éclairer, c'est qu'en fait, nous avons donc une liste de unmet medical needs assez longue, puisqu'elle comprend 52 items, 52 pathologies, donc pour lesquelles nous reconnaissons qu'il y a un unmet medical need, mais néanmoins, à la fin de l'année passée, il n'y avait que 2 dossiers qui ont été introduits, donc cette procédure n'est en fait pas utilisée par l'industrie pharmaceutique. Enfin, ceci est ma dernière diapositive, elle concerne donc les procédures article 81. Ces procédures article 81 consistent donc à une discussion d'un groupe de travail avec la firme concernée par une molécule, et l'objectif de ces discussions sont essentiellement économiques, c'est-à-dire que la firme maintient son prix facial, mais accorde éventuellement, dans des conditions d'ailleurs de confidentialité, certains remboursements, je puis dire, à l'INAMI pour diminuer l'impact économique des molécules qui sont mises sur le marché, particulièrement dans le domaine oncologique. Évidemment, ces groupes de travail doivent travailler, si je puis dire, dans un contexte qui a été préalablement défini par la CRM, sinon évidemment la CRM n'aurait plus d'objet si c'était les groupes de travail qui devaient définir les conditions de remboursement. Et alors, je vous dis que c'est essentiellement un processus économique, mais dans la réalité, ça accélère quand même l'accès à l'innovation thérapeutique, parce que très souvent, ces négociations aboutissent, les firmes ne doivent donc pas réintroduire un dossier, et on gagne par conséquent du temps.
ce que je voulais vous dire en termes d'introduction.